Ce récit débute en expliquant que, dans le monde démoniaque, vivent des créatures consumées par la malice, livrées au chaos et à la violence. Ces êtres sont appelés démons, et, comme dans de nombreux animes, la plupart d'entre eux possèdent des cornes, rappelant presque de mauvais souvenirs du passé. Cependant, celui qui cherche à les dominer par une force encore plus grande et un pouvoir absolu n'est autre que le roi démon Eraman. Son ambition l'a conduit à désirer l'unification totale du monde démoniaque. C'est ainsi que débute l'invasion menée par l'armée du roi démon, et très vite, nous assistons à une bataille d'une brutalité écrasante. Les généraux démons du roi portent des coups décisifs à leurs ennemis. Des dragons sont vaincus par une magie dévastatrice. Oui, les pauvres dragons sont projetés dans les airs comme de simples jouets. Finalement, le roi démon révèle sa véritable forme. Un démon colossal et terrifiant, plus imposant encore que les dragons eux-mêmes, ravageant tout sur son passage. Le champ de bataille est englouti par les flammes. Cette démonstration de puissance écrasante fait trembler à la fois le monde des humains et le monde céleste. Il ne s'agissait plus que d'une question de temps avant que l'unification du monde ne s'accomplisse et que l'invasion démoniaque ne s'étende à toutes les terres. Cependant, quelque chose d'inattendu se produit. Au cœur du conflit, le démon inflexible Jayi, assistant personnel du roi démon, interrompt l'avancée après avoir reçu un message urgent d'un messager. Face à cette situation, Eraman ordonne la retraite de l'armée et la suspension de la conquête mondiale. Déconcerté, Jayi questionne la raison d'une telle décision. C'est alors que l'imposant roi démon révèle qu'il fait face à un problème grave. Sa fille, Du, est beaucoup trop gentille. En entendant cela, Jayi est intrigué. La scène se déplace vers le passé, montrant la petite démone au milieu d'une forêt, sauvant un lézard emporté par le courant d'une rivière et lui adressant un sourire innocent. Oui, la fillette est terriblement adorable, mais cela pose problème. De retour à la conversation, Jayi demande s'il parle bien de Mademoiselle D, sa fille, et Eraman le confirme. Elle avait toujours été bienveillante, mais il pensait que cela venait de son jeune âge, qu'elle n'avait tout simplement pas encore éveillé sa cruauté. Cependant, durant les mois où elle participa à la campagne d'invasion, sa gentillesse dépassa toutes les limites. Elle soigna les blessures d'un esclave humain, partagea des sucreries avec des enfants réduits en esclavage et aida même des esclaves démoniaques à porter de lourdes charges. Mais le pire restait encore à venir. Au milieu de ce récit, la fillette mentionna, avec toute son innocence, le lézard qu'elle avait sauvé de la rivière. Eraman fut surpris, mais choisit d'agir avec prudence. Il déclara que, avant d'être un roi, il était un père, et que son inquiétude pour Du l'empêchait désormais de penser à l'invasion du monde. C'est pour cette raison qu'il décida de la soumettre à des épreuves, afin de lui apprendre à devenir un démon impitoyable. En entendant la conversation, la petite demanda ce que signifiait être impitoyable. Jayi lui expliqua qu'elle allait l'entraîner pour devenir une grande démone. Du demanda alors si c'était un jeu, mais Jayi répondit que non. Malgré tout, le roi démon se sentit plus rassuré et confia sa fille à son assistante. Le plan débuta par la traversée de la forêt menant au monde des humains. Là vivaient des démons renégats qui refusaient encore d'obéir, et Du devait les vaincre. Soudain, Eraman détruisit un mur et une partie du terrain, ouvrant un passage, puis serra sa fille dans ses bras. Il lui demanda d'être prudente. Durant le voyage, Jayi réalisa que la gentillesse de Du constituait un problème majeur, d'autant plus que le roi l'avait beaucoup trop gâtée. Déterminée, elle se promit de corriger cela, mais se rendit rapidement compte que la fillette avait disparu. Un démon renégat l'avait enlevée, transformant la situation en une véritable partie de cache-cache. Du s'amusait à ramper entre les buissons, jouait avec les animaux et parlait aux poissons, tandis que Jayi la cherchait désespérément. Après un certain temps, Jayi parvint finalement à la rattraper. Elle lui expliqua qu'elle ne jouait pas, et qu'un démon digne de ce nom devait voler, opprimer et tuer. Tels étaient les 3 principes démoniaques. Cependant, Du se laissa facilement distraire, s'arrêtant pour nourrir un lapin affamé. Jayi se contenta de soupirer, songeant à quel point les enfants pouvaient être imprévisibles. Peu après, 2 monstres apparurent, se disputant pour savoir lequel d'entre eux les dévorerait. Sans la moindre hésitation, Jayi leur fit face, lesquels, pendant ce temps, Du observe tout avec curiosité, admettant peut-être qu'elle est, par nature, trop gentille. Cette qualité, bien que belle, peut devenir dangereuse,
car un pouvoir de cette ampleur exige une grande détermination pour éradiquer le mal. Finalement, Jaï commence la première leçon pratique en appliquant l'un des 3 principes. Ils doivent voler. Ainsi, elles menacent un village et prennent sa nourriture. Ce devait être l'épreuve finale. Malgré cela, Du semble bien plus intéressé par le fait de jouer près d'une clôture. Jaï commence à s'inquiéter, pensant que si les choses continuent ainsi, la fillette ne pourra peut-être jamais vivre comme un véritable démon. Pourtant, elle garde espoir. Après tout, Du est la fille du roi démon, et un jour, elle finira sûrement par y parvenir. C'est ainsi que l'on suit la petite Du entrant dans une boutique, saluant poliment d'un bonjour. Oui, malgré sa gentillesse, cette enfant se révèle être une jeune fille extrêmement bien élevée. Elle demande alors avec soin une patate douce. À cet instant, on pourrait presque croire qu'il ne s'agit que de nourriture. Jaï, cachée, murmure qu'elle devait voler et lui demande si elle en a déjà terminé. Le vendeur en vient à oublier son texte et Du sort alors un papier pour qu'il puisse lire attentivement les répliques. Ainsi, la loi se manifeste sous la forme d'un grand démon, avertissant l'humain que, si le tribut n'était pas versé, elle lui arracherait sa propre chair et embraserait ses entrailles, le faisant danser jusqu'à perdre totalement la raison. Cependant, la vieille commerçante trouve tout cela adorable et lui demande si elle ne fait que jouer à la démone. N'ayant plus d'alternative, Jaï finit par se résigner à la situation. La pauvre femme voulait seulement conserver son travail et sa position élevée. Mais lorsque la patate douce est finalement remise à Du, celle-ci explique qu'elle n'a absolument pas d'argent. La vieille femme lui demande alors si elle n'est pas en train de lui voler, car, dans ce cas, elle n'aurait pas besoin de payer. Du explique alors ce qui s'est passé. Elle s'est blessée aux jambes quelque temps auparavant, et le médecin a déclaré qu'elle ne retrouverait jamais la force dans son pied. De plus, les récoltes n'ont pas été bonnes, et comme il y a très peu de clients, la boutique est sur le point de fermer. Ainsi, au moins, cette patate douce pourrait être bénéfique pour le bébé, dit-elle avec une sincère dévotion. Après avoir prononcé ces mots et écouté chaque détail de l'histoire, Du l'enlace soudainement et utilise sa magie sur elle, lui demandant de se lever. La vieille femme ne comprend pas, car elle sait pertinemment qu'elle ne peut plus bouger. Pourtant, Du la soulève, et à sa grande surprise, la dame parvient à se tenir debout. Émerveillée par ce miracle, Du déclare qu'elle viendra lui voler quelque chose chaque jour, lui demandant de rester en bonne santé et de garder le sourire. Ce geste de bonté la fait fondre en larmes, et la vieille femme promet alors qu'elle paiera le tribut chaque jour. C'est ainsi que Du lit sa phrase finale, lui disant simplement de faire ce qu'elle a à faire. Puis Jaï revient, utilisant une approche pour le moins maladroite, et montre fièrement la patate douce qu'elle a volée. Irritée, elle lui demande pourquoi elle en est si fière. Elle insiste sur le fait que c'est inacceptable. Utiliser de la magie pour aider une humaine est une faute, et il aurait été préférable de la menacer et de voler l'objet sans plus de cérémonie. En réponse, Du lui explique calmement que, même si elle a raison, elle a désormais compris qu'il est possible de recevoir des choses tout en aidant les autres. C'est pour cela qu'elle veut devenir un démon qui aide tout le monde. En entendant cela, Jaï crie que c'est impardonnable. Mais au même instant, son estomac gargouille bruyamment. Sans hésiter, Du coupe sa patate douce en 2. À cet instant, son père apparaît également. En le voyant, elle brise aussi sa propre patate douce en 2 pour la partager. Oui, cette petite est véritablement un ange. En observant à quel point le roi démon cède au désir de sa fille, Jaï comprend enfin qu'ils ne pourront jamais la vaincre. Malgré tout, le lendemain, Jaï retourne au village humain. En marchant dans les rues, les habitants la saluent chaleureusement. Lorsqu'elle arrive chez la vieille femme, celle-ci l'accueille à bras ouverts et l'invite à entrer. À l'intérieur, Jaï voit 2 personnes tenant une poupée. Elle demande ce que c'est et la fillette répond que c'est elle. La vieille femme explique que toutes 2 voulaient une peluche, alors elles l'ont fabriquée ensemble. Elle ajoute que, puisqu'elle l'aide tant au quotidien, c'était bien le minimum qu'elle puisse faire. Alors, que pourrait-elle faire de plus pour elle? Avec affection, elle dit que c'est incroyable, car elle n'aurait jamais pu faire cela toute seule. La vieille femme les remercie et déclare qu'à partir de maintenant, elles travailleront dur. Du acquiesce, tandis que Jaï affiche un sourire malicieux. D'une certaine manière, toute cette situation est absurde. De retour au château du roi démon,
Ehriman demande à Dou si elle aide réellement une vieille femme tous les jours. La fillette, dans toute son innocence, confirme. Ehriman exige alors des explications de la part de Jahi. Celle-ci répond qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car tout cela fait partie d'une épreuve destinée à faire chuter la vieille femme. À l'avenir, elles la tromperont, la trahiront et la feront tomber. Pour l'instant, elles font simplement semblant de l'aider afin de gagner sa confiance. Heureusement, la vieille femme ne se doute absolument pas que Miss Dou est un démon, tant il a été facile de la séduire. En comprenant ce plan sombre, Ehriman se sent rassuré. Puis il affirme qu'il a quelque chose d'utile, mais à peine a-t-il terminé sa phrase qu'il paralyse Jahi. Il lui demande ce qu'elle en pense, et si c'est vrai qu'elle est incapable de bouger. Désorienté, Jahi demande ce qui se passe. Ehriman explique qu'il s'agit de sel de marionnette, une substance qui, lorsqu'elle est utilisée sur un être vivant, le force temporairement à obéir à n'importe quel ordre. Jahi demande pourquoi il l'a utilisée sur elle. Ehriman répond que c'est pour stimuler le désir de domination de Dou. Il appelle alors sa petite fille et lui demande de donner un ordre à Jahi, lui promettant qu'elle obéira à tout ce qu'elle dira, même aux ordres les plus cruels et terribles. Jahi est terrorisée. Puis, on voit Dou afficher un sourire démoniaque. Le plan suivant montre cependant la fillette recevoir de l'affection de la part de Jahi. Finalement, Dou demande qu'on ne lui donne plus jamais ce genre d'ordre, et qu'il vaudrait mieux les faire avec la vieille femme. Un peu fatiguée, elle demande si Jahi sait déjà quels ordres cruels elle devra donner. Dou répond que oui, en sortant une note, précisant que c'est son père qui lui a appris beaucoup de choses, ce qui semble parfaitement logique aux yeux de Jahi. Alors, la repoussant légèrement, elle lui ordonne de mettre le plan à exécution. Jahi avait déjà tout préparé, et ainsi, il n'y aurait aucun problème à lui faire goûter le sel de marionnette. À partir de là, tout était prêt. Il ne resterait plus qu'à attendre le moment opportun pour la plonger dans un abîme de désespoir. Cependant, en arrivant chez la vieille femme, Jahi la voit aidant Dou et comprend aussitôt que le plan a échoué. Elle envisage de la guider autrement, mais en chemin, des habitants lui demandent de l'aide, et puisque l'effet du sel de marionnette est toujours actif, elle est incapable de refuser. Ainsi, elles finissent par être entraînées ailleurs. Pendant qu'elles transportent des affaires vers une charrette, Dou demande à la vieille femme pourquoi elles emportent toutes ces affaires. Celle-ci explique que la maison a été construite il y a de nombreuses décennies et que les sols comme les murs sont en très mauvais état, si bien qu'ils vont la rénover. En attendant, elle logera chez une amie, et c'est pour cette raison qu'elle emporte ses affaires. Dou lui demande, tristement, si elle s'en va. La vieille femme la rassure aussitôt, lui disant de ne pas s'inquiéter, car elles vivent toutes les deux dans le même village. Avant cela, elle demande cependant une faveur à Dou en lui montrant plusieurs peluches. Dou lui demande si c'est elle qui les a toutes fabriquées. La vieille femme confirme, puis lui demande de les garder. Dou s'étonne et lui demande si elle ne devrait pas les emporter avec elle. La grand-mère répond que non, et ce n'est pas par manque d'amour. Elle explique qu'elle les nettoyait, les lavait et les réparait chaque jour, car elles lui étaient extrêmement précieuses. Alors, un souvenir de la grand-mère nous est montré. À l'époque, son fils tenait la boutique, toujours remplie de légumes frais. On y voit sa belle-fille préparer un ours en peluche. Certains de ces jouets étaient destinés à la plus jeune de la famille, qui les recevait avec bonheur, sautant de joie sur son lit. Ses parents souriaient, eux aussi, observant leur fille grandir. Les années passent encore. On voit le fils aux côtés de sa femme, regardant leur enfant jouer joyeusement. Puis le temps avance à nouveau, et un jour, le mari de la vieille femme ne se réveille jamais. À ses côtés, il ne reste qu'un ours en peluche. Toute la famille est réunie, et elle pleure avec son fils lors de cet adieu. Cependant, ce ne fut pas la dernière épreuve qu'elle eut à affronter. Ce jour-là, la violence s'abattit sur le village, sous la forme d'une pluie lourde et incessante. La grand-mère courut jusqu'à la maison de son fils, pour découvrir que la demeure de l'enfant avait été engloutie par un glissement de terrain venu de la montagne. Lorsque le soleil se leva enfin, elle contempla le jouet avec lequel sa petite-fille jouait autrefois. Puis, la grand-mère expliqua à Di que ceux qui jouaient autrefois avec ses peluches n'étaient plus là. Ils avaient grandi, et elle pensait qu'ils seraient plus heureux en restant auprès d'une vieille femme. Di répondit que ce n'était pas vrai, et c'est ainsi qu'elle lui enseigna quelque chose d'essentiel. Au même instant, on voit Jahi accourir avec elle, se penchant pour vérifier l'état de la jeune fille.
Pendant ce temps, Di saupoudre une poudre magique sur les peluches, leur ordonnant de bouger. La grand-mère observe la scène avec stupéfaction, tout comme Jaï. Il s'avère que cette poudre était le sel de marionnette, censé ne fonctionner que sur les êtres vivants. Et pourtant, toutes les peluches se rassemblent autour de la grand-mère, et Di confirme ce qu'elle avait dit plus tôt. Elles veulent toutes rester auprès d'elle. Elle ajoute que, même si la grand-mère a toujours pris soin d'elle, elle souhaite rester avec celle qui les a aimées plus que quiconque. Jaï tente d'expliquer l'inexplicable, se demandant si la gentillesse de la jeune fille n'a pas fini par éveiller l'âme de ses peluches. La grand-mère regarde les poupées avec une expression empreinte de nostalgie. Alors Di demande que cela soit respecté comme un ordre. Face à cela, la vieille femme ne peut plus refuser. Et bien qu'elle soit âgée, elle décide de rester à leur côté pour le reste de sa vie, serrant contre elle la toute première peluche qu'elle avait cousue. Mais, à présent, nous revenons une fois encore auprès du roi démon. Il demanda alors à Jaï comment l'épreuve s'était déroulée, mais la jeune femme semblait totalement froide. Oui, la pauvre donnait déjà l'impression d'avoir été mise à l'écart. Dou s'approcha à ce moment-là pour lui montrer la poupée qu'elle avait confectionnée avec la grand-mère. Le roi démon commenta qu'elle était adorable et la félicita pour tout ce qu'elle avait accompli avec autant d'efforts. Dou lui répondit qu'elle lui en fabriquerait une pour lui aussi la prochaine fois, ce qui fit de lui le père le plus heureux du monde. Pendant ce temps, Jaï déclara qu'elle ne pouvait penser qu'à une seule chose: retourner sur le champ de bataille pour décapiter quelques ennemis afin de se détendre et d'évacuer son stress. Entre deux échanges, Dou tendit une autre poupée à Jaï, à son effigie, afin qu'elles aillent ensemble. Le roi démon réalisa alors à quel point elles s'entendaient bien et demanda à Jaï si elle prenait correctement soin de sa chère Dou. Jaï nia, affirmant qu'elle s'entendait simplement bien, même si, une fois encore, tout cela produisait un effet étrange. Puis, Jaï ajouta que c'était malgré tout un plaisir de s'occuper d'elle. Dou lui demanda alors si elles pourraient rejouer ensemble le lendemain, et Jaï, toujours sous l'effet du sel de marionnette, répondit qu'elle en serait ravie. Finalement, le père et la fille se mirent à danser, tous deux visiblement heureux. Un autre jour, alors que le narrateur parlait de la petite, celle-ci était justement en train d'attacher le petit lézard avec sa patate douce, si bien que même le narrateur en resta ébloui, tombant presque à ses pieds en s'exclamant qu'elle était bien trop gentille. Puis, nous changeons de scène. On nous montre un chasseur de démons chauves, en train de chercher des fleurs pour sa femme et sa fille. Mais en voyant la fleur fanée, son regard est attiré par un incendie au loin. Retour au présent. Jaï supervise l'extraction des pierres magiques lorsqu'elle aperçoit soudain quelqu'un maltraiter le chasseur de démons. Oui, celui qu'on avait vu auparavant. Son subalterne lui explique que ce rebelle lui causait beaucoup de problèmes et lui propose carrément de le faire griller pour le manger. Cependant, Jaï sait bien que les esclaves ne sont pas faits pour être mangés. Ils constituent une main-d'œuvre essentielle. C'est alors que, sortant de nulle part, apparaît Dou avec un sac rempli de patates douces sur le dos. Elle salue Jaï en l'appelant « grande sœur » et lui annonce que son père lui a apporté plein de patates. La blonde fulmine intérieurement, se demandant si le roi avait vraiment abandonné l'invasion du monde juste pour aller chercher des patates à sa fille. Pendant ce temps, la petite explique qu'elle en a tellement qu'elle voulait les partager avec les humains, et avec elle. Ce qui ne fait que décevoir encore davantage Jaï. Et voilà que le roi arrive lui aussi. Il conseille à sa fille de ne rien donner aux esclaves. Jaï reste alors avec une expression ahurie, se demandant intérieurement « Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans cette famille ?» Un moment plus tard, face à son roi, Jaï lui fait la remarque que tout ce qu'il fait ne fait qu'accentuer la gentillesse de Mademoiselle Dou. Le roi démon en est surpris. Fidèle à son plan, Jaï décide alors de parler à la petite. Elle lui explique que si elle continue d'être aussi gentille, le roi démon s'inquiétera trop pour elle et ne pourra plus faire son travail. Elle lui demande donc d'agir comme un démon et d'avoir un cœur impitoyable. La petite comprend alors et s'excuse, tandis que le roi démon se met à réfléchir, convaincu qu'il doit sûrement exister quelque chose. Ahriman se souvint alors que l'épreuve menée l'autre jour avec les villageois avait donné un résultat désastreux. La blonde se mit en colère sur le champ, mais elle ne pouvait rien faire puisqu'il restait son supérieur. Elle considéra donc cette petite bataille comme perdue d'avance. Pourtant, elle se redressa aussitôt et annonça à son roi qu'elle avait une épreuve à proposer pour Mademoiselle Dou. L'idée était que la petite s'impose face à un esclave rebelle et problématique. Cela plut énormément au roi. Cependant, la blonde savait que c'était un peu dangereux, alors elle décida de tout préparer soigneusement.
Ahriman lui demanda de ne pas s'en faire et de remettre simplement un petit objet à sa fille. La fillette l'accepta sans hésiter, et dès qu'elle le prit, le corps de Dou se mit à briller lui aussi. En voyant cela, son père se réjouit. Elle était désormais la porteuse du sébâcle. Pour leur montrer ce dont il était capable, il leur demanda d'observer. Grâce à son pouvoir, il manipula une statue comme une marionnette et tenta de frapper sa propre fille avec. Jaï, évidemment inquiète, se précipita pour la secourir. Mais au moment de l'impact, la statue se désintégra, ou plutôt se réduisit en poussière. Satisfait, Ahriman expliqua que quiconque toucherait le porteur du sébâcle avec de mauvaises intentions, une pulsion meurtrière ou la moindre malveillance serait instantanément réduit en poussière. Tout étant clair, il dit à Jaï qu'elle pouvait rester tranquille. Mais la blonde avait encore une question. Que se passerait-il si un démon la touchait? Ahriman répondit simplement qu'il n'en savait rien. Cette réponse la laissa complètement déconcertée, tandis que la petite continuait à jouer avec la poussière de la statue comme si de rien n'était. Dans un autre panneau, le subordonné de Jaï était en train de frapper le chasseur de démons. La raclée était si violente qu'elle lui fit remonter ses souvenirs. Quand il s'était rendu sur les lieux de l'incendie, un démon l'avait arrêté pour lui demander s'il ne transportait pas un trésor. Le chauve s'était évidemment défendu, mais il n'avait rien pu faire. Ils étaient 3 contre 1. Face à une telle injustice, il avait fini à genoux. Le démon bleu déclara alors que désormais ils allaient vivre en attaquant ces crétins dans les champs, puis ils se dirigeraient vers le prochain village un peu. Puis en la maison qu'ils avaient brûlée récemment, il n'y avait absolument rien. En entendant cela, le chauve s'inquiéta aussitôt pour sa famille et se précipita. Il arriva juste à temps pour voir son lit en train de brûler, et pour découvrir les corps sans vie de sa femme et de sa fille. La douleur le tordit aussitôt, puis la scène s'effaça et il se retrouva de nouveau dans le cachot des démons. Le subordonné expliqua alors à Jaï que ce type était extrêmement rebelle. À ce moment-là, Dou réapparut et Jaï l'emmena pour effectuer l'épreuve, en gardant toutefois ses distances. La petite le remarqua en chemin vers les cellules et lui demanda pourquoi. Jaï répondit que c'était pour ne pas lui mettre la pression pendant son test, car si elle restait trop près, cela pourrait la rendre nerveuse. Mais en réalité, elle pensait qu'étant donné que les démons étaient remplis de malveillance, d'instincts meurtriers et de noirceur, elle se transformerait en poussière si jamais elle la touchait. Elle demanda ensuite à Dou si elle avait compris ce que signifiait « s'imposer face à quelqu'un ». La fillette répondit que oui, mais Jaï doutait fortement qu'elle ait vraiment saisi. Malgré tout, elle décida de laisser ça de côté, car son objectif principal était maintenant de lui prouver que les humains étaient l'ennemi. Elles arrivèrent ainsi au cachot. En entrant, Jaï expliqua que lorsque Dou découvrirait à quel point les humains étaient horribles et dangereux, elle commencerait à se méfier d'eux et les verrait comme des ennemis. Et pour cela, personne n'était mieux placé qu'un prisonnier rempli de rancœur. Alors qu'elle s'apprêtait à lui remettre son fouet spécial pour punir les prisonniers rebelles, elle vit Dou courir vers les cellules en criant qu'il faisait sombre. La petite s'arrêta devant l'une d'elles, observa le prisonnier et se présenta simplement comme Dou. En assistant à cette toute première rencontre avec un chasseur de démons, Jaï frissonna d'excitation. L'homme demanda alors à la fillette d'où venaient ses cornes. Dou répondit qu'elle ne venait de nulle part. Après tout, les démons s'en avaient naturellement. L'homme reconnut qu'elle avait raison, puis lui demanda la raison de sa visite. Était-elle venue pour le tuer? En voyant son attitude hostile, Jaï se réjouit, certaine que s'il continuait à l'intimider, Mademoiselle Dou finirait par détester les humains. Mais toute son attente s'effondra quand elle entendit la petite répondre qu'elle était simplement... On voit alors la petite expliquer différentes façons de cuisiner les champignons. Le prisonnier confirme qu'ils sont délicieux, ajoutant qu'ils sont parfaits dans un ragoût, puis il lui demande si elle en veut un, ce qu'elle accepte aussitôt. En observant la scène, Jaï se sent gêné de ne rien faire pendant qu'il joue tranquillement avec Dou. De son côté, le prisonnier se demande pourquoi on lui a amené cet enfant. Il précise clairement à la petite qu'il n'a aucune intention d'obéir au démon et que, s'il compte le tuer, il devrait le faire tout de suite. Après tout, il n'a plus sa place dans ce monde. Perplexe, la fillette lui demande ce qu'il veut dire. Il lui raconte alors que, lorsque sa maison a été incendiée, il est revenu affronter les maudits voyous. Rempli de colère et de rancœur, il les a affrontés dans une bataille cruelle. Ce ne fut pas facile, mais il a fini par gagner, tandis que les autres villageois se cachaient. Après avoir tué les démons, il s'est recueilli devant les tombes de sa femme et de sa fille. C'est alors que les habitants du village sont venus lui parler. Ils lui ont dit que la marque qu'il portait était la preuve qu'il s'était baigné dans le sang d'un démon, la marque d'un chasseur de démons. Effrayé à l'idée que des démons viennent se venger de leurs camarades, ils lui ont demandé de quitter le village. Ayant terminé son récit,
Il conclut qu'en résumé, il est désormais seul. Rien de ce qu'on pourrait lui faire ne lui fait peur. Après tout, il est un chasseur de démons, et même si elle n'est qu'une enfant, il n'hésitera pas à la tuer. À ces mots, Dou ouvre la cellule et s'approche. En voyant cela, Jaï se précipite elle aussi. L'homme menace la petite, mais elle lui lance simplement un défi. Voir lequel des deux tiendra le plus longtemps sans détourner le regard. Alors qu'il est sur le point de perdre patience, Dou lui confie qu'elle aussi se sent seule parfois, quand son papa et grande sœur Jaï travaillent. Elle les attend alors dans sa chambre en lisant des livres et en jouant avec ses blocs. C'est pour ça que, quand elle se sent ainsi, elle sort dehors pour profiter de la compagnie des gens. Et maintenant qu'elle est avec lui, elle ne se sent plus seule. Lui non plus ne devrait pas se sentir seul, puisqu'il n'est plus seul désormais. Ces paroles font remonter en lui le souvenir des siens et d'un enfant qui avait réussi à s'enfuir sain et sauf. Il s'apprête alors à toucher Dou. Jaï s'inquiète un instant, mais se rappelle qu'il se changera en poussière dès qu'il Dou touche la main du prisonnier et utilise sa magie pour le guérir, réussissant à effacer la marque de démon. L'homme est stupéfait, incapable de comprendre comment une telle chose est possible. Dou lui dit simplement qu'elle veut lui toucher la tête. Sans hésiter, il la laisse faire et la soulève même pour la poser sur ses épaules. Il lui confie qu'elle est une demoiselle vraiment intéressante, puisqu'elle ne doit même pas savoir ce qu'est un chasseur de démons. Pendant qu'elle tapote son crâne chauve, Dou confirme que non, mais qu'il ne devrait pas non plus être un chasseur si cela le condamne à rester seul. Il lui donne entièrement raison et déclare que, la prochaine fois, il ira plutôt cueillir des champignons. Dou lui tapote la tête et lui dit qu'elle aussi veut en manger. Ce moment fait remonter en lui le souvenir de sa famille, de la façon dont il portait sa chère fille sur les épaules, exactement comme Dou maintenant. Il lui répond qu'il lui en apportera plein. À cet instant, Dou aperçoit sa grande sœur Jaï. Le prisonnier la repose, et la petite court vers elle. Indignée, Jaï lui dit qu'elle ne sait vraiment plus quoi faire d'elle. Dou lui demande simplement si elle a bien fait son travail, s'apprêtant à enlacer sa jambe. Aussitôt, Jaï panique et se recule, persuadée qu'au moindre contact, elle se changera en poussière. Mais elle se calme presque aussitôt, en constatant qu'il ne lui est rien arrivé. Elle voit alors Dou sur le point de pleurer, uniquement parce qu'elle s'est écartée de son étreinte. Sans attendre, Jaï s'accroupit pour la cajoler, lui caressant la tête et lui disant qu'elle a fait un très bon travail. Cela réjouit encore plus Dou, qui lui demande si c'est vrai. Jaï confirme, mais lui demande de ne plus jamais ouvrir une serrure sans permission. La petite répond d'accord, laissant le prisonnier heureux de l'avoir rencontré. On passe ensuite au roi démon Ahriman, à qui elles viennent faire leur rapport. Il demande à Jaï comment cela s'est passé. Elle répond en bégayant que ce fut un succès total. Pendant ce temps, Dou dit à son père que les champignons étaient délicieux. Le roi démon répond avec un sourire qu'il en est ravi, avant de réaliser que ce n'était pas du tout sa mission. Les deux éclatent alors de rire. Mientra tantôt, Jaï se prégunta en son fort intérieur pourquoi elle ne s'est pas changée en poussière lorsque Dou l'a touchée. On passe ensuite à la mine où travaillent les esclaves. Un compagnon fait remarquer au prisonnier chauve qu'il s'est lui aussi mis au travail, lui demandant s'il lui est arrivé quelque chose de bien. L'homme répond simplement qu'il a goûté des champignons, rien de plus, ajoutant qu'il fait vraiment chaud dans cet endroit. Un autre lui dit de tenir encore un peu, puisque l'hiver commencera bientôt et qu'il fera plus frais. Le prisonnier et son camarade se regardent, perplexes, face à ce qu'il vient de dire. Car ici, il fait chaud toute l'année, l'hiver n'arrive jamais. À ce moment-là, le prisonnier lève les yeux vers le plafond et aperçoit une gemme rouge. Il remarque qu'à l'extérieur, l'hiver devrait déjà avoir commencé depuis longtemps. On passe alors à l'extérieur du château. Comme il l'avait dit, l'hiver est là depuis un moment et il a même neigé. On voit Dou en train de jouer et un peu plus loin Jaï, bien emmitouflée mais grelottant de froid. Elle était sortie pour faire passer une épreuve à Mademoiselle Dou, mais maintenant elle est en train de geler. Dou s'approche d'elle et lui demande si elle a froid. Elle prend la main de Jaï et la pose contre sa joue, lui demandant si elle est chaude. Puis elle lui donne une boule de neige, s'éloigne pour en faire une autre et la lance de toutes ses forces, mais elle n'atteint même pas la moitié de la distance. Jaï ne comprend pas ce qu'elle fait, alors Dou lui explique qu'elle doit lancer la sienne aussi. Jaï n'a pas envie de jouer, mais la petite insiste en disant que ce ne sera qu'un court moment.
Alors Jaï lui lance la boule de neige en plein visage, ce qui fait tomber la petite au sol. Jaï réalise qu'elle y est allée trop fort et s'excuse auprès de Mademoiselle Dou, disant qu'elle pensait qu'elle savait se retenir. Mais Dou se contente de rire, disant que c'était génial, lui demandant comment elle avait fait et si elle avait utilisé de la magie. Jaï répond qu'elle n'avait pas utilisé de magie. Après cela, elle retourne voir le roi démon. Là, Jaï lui parle d'un entraînement de magie offensive pour Dou, car d'après ce qu'elle a observé, beaucoup de démons deviennent malveillants une fois qu'ils apprennent à utiliser ce type de magie. Ahriman comprend ce que dit Jaï. Si sa fille parvient à maîtriser la magie offensive, elle deviendra plus semblable à un démon, voire, mieux encore, à un roi démon. Mais la question essentielle reste de savoir si elle peut réellement utiliser ce type de magie. Pendant ce temps, la petite est dans la salle, en train d'assembler son bonhomme de neige. Le roi affirme toutefois qu'il n'y aura aucun problème et invoque alors sa magie. Jaï lui demande ce que c'est. Ahriman explique qu'il s'agit de matière obscure. Si un humain la touche, il sera aussitôt absorbé. Mais si un démon la consomme, son mana et sa nature maléfique seront amplifiés. Il tend cette substance à la petite Dou et lui demande de la manger. Peu après, on la voit en train de savourer la chose. Jaï lui demande quel goût ça avait, et la petite répond simplement que c'était sucré. Plus tard, dans un autre endroit, Jaï annonce qu'elle va maintenant lui enseigner la magie. Elle prend d'abord une petite pierre et l'enveloppe de magie, de sorte que, lorsqu'elle la lance, l'impact devient bien plus puissant. La petite, émerveillée, lui demande d'essayer elle aussi. Voyant son enthousiasme, Jaï accepte et lui explique simplement qu'elle doit imaginer l'énergie comme de l'eau qui coule de son cœur jusqu'à sa main. Dou s'applique de toutes ses forces, mais ne réussit qu'à faire légèrement briller la pierre. Malgré tout, elle tente de la lancer. Elle tombe à quelques centimètres d'elle. Cela la décourage, alors Jaï l'encourage en lui disant que tout le monde échoue parfois et qu'il existe de nombreux types de magie. Elle pourrait en trouver une qui lui conviendrait parfaitement. Dou lui demande alors si elle peut utiliser beaucoup de types de magie. Jaï confirme et lui montre une petite flamme. La petite essaie, mais ne produit qu'une minuscule boule. Elle passe ensuite à la magie de la foudre. Dou ne parvient qu'à se roussir les cheveux. Puis, elle tente la magie de la terre, avec laquelle elle réussit au moins à façonner de petits bonshommes ressemblant à Jaï et à son père. Ainsi, on la voit continuer ses essais avec l'eau, puis avec le vent, poursuivant son apprentissage malgré ses maladresses. Mais Jaï se sent complètement abattue devant tant de tranquillité. Dans son esprit, elle se répète que tout tourne mal. Au lieu de rendre Dou plus violente, elle ne fait qu'apprendre davantage de façons de jouer. À ce moment-là, la petite lui demande pourquoi le feu ne disparaît pas. Jaï l'éteint aussitôt avec de la glace et lui explique que la magie du feu ne peut être annulée que par son opposé, c'est-à-dire la glace. Puis, épuisée par cet énième échec, elle déclare que la leçon est terminée pour aujourd'hui. Cependant, alors qu'elle s'apprête à partir, elle entend Dou utiliser de la magie de glace. En se retournant, elle découvre un immense pilier gelé. La blonde reste stupéfaite. Même elle n'était pas capable de créer quelque chose d'aussi grand à cet âge. Elle entend ensuite Dou dire qu'elle aimerait faire ça, là où travaillant les humains. En entendant ces mots, Jaï s'enthousiasme démoniaquement et court prévenir le roi démon, pour lui montrer que sa petite a enfin découvert la cruauté. Mais lorsqu'elles arrivent à l'endroit où travaillent les esclaves, Jaï voit que Dou a utilisé sa magie de glace pour rafraîchir l'air et fabriquer des sucettes glacées pour les enfants. Quand la petite aperçoit son père, elle court dans ses bras, et celui-ci la félicite pour avoir fait quelque chose d'aussi spectaculaire. Jaï, elle, lui reproche d'avoir gaspillé une magie aussi puissante pour une chose aussi futile. Dou répond simplement que maintenant il fait plus frais et que ça lui suffit. Son père, indulgent, affirme que ce n'est pas du gaspillage et qu'il devrait plutôt se réjouir de voir combien elle a grandi, même s'il pleure en même temps, conscient que tous leurs plans ont échoué. La blonde, de son côté, souffre intérieurement au point d'avoir l'impression qu'elle va faire une attaque. En la voyant ainsi, Dou demande à Jaï si elle a froid. Si c'est le cas, elle peut utiliser sa magie de feu pour la réchauffer. Et c'est ainsi que le père et la fille s'amusent gros dans la neige avec les humains, tandis que Jaï, assise dans un coin, mange une glace.
complètement vaincus par